Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Aujourd'hui, chers amis, nous allons ouvrir l'un de ces dossiers extraordinaires, comme seuls en possèdent les Anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le domaine du crime, en effet, les Anglais ont une solide réputation bien établie d'excentricité et d'assassins qui coupent les cheveux en quatre. La célèbre Madame Agatha Christie n'est peut-être pas étrangère à cette réputation, mais tout de même. Nous avons un petit peu l'impression, nous qui feuilletons depuis quelque temps déjà un certain nombre de dossiers venus des quatre coins du monde, que les Anglais sont particulièrement inventifs. Ce petit préambule achevé, j'espère que nos amis d'outre-Manche ne m'en voudront pas et j'en arrive à cette affaire extraordinaire de Brighton. On a dû souvent vous parler de crime parfait et vous dites que ça n'existe pas. Eh bien si, ça existe. Les faits se sont passés en 1934 à Brighton, ville balnéaire de la côte de l'Angleterre, juste en face de nous, un peu à gauche, en regardant Dieppe. Il est certain, chers amis, qu'un homme, peut-être deux, inconnus s'ils vivent encore, et raisonnablement on peut l'admettre, pourraient se vanter d'avoir réussi chacun le crime parfait. Un cadavre non identifié, un assassin qu'on n'a jamais retrouvé, et le plus énorme et le plus coûteux dossier d'enquête que Scotland Yard ait jamais eu sur les bras. Ce dossier-là, bien entendu, n'a jamais été refermé, d'autant plus qu'il s'est compliqué d'une autre affaire, d'un autre cadavre, et que pendant plusieurs mois, la police anglaise a, comme on dit, mélangé ses crayons et ses déductions, perdu sa belle logique et son latin, et que cela méritait bien que je vous le raconte. En juin 1934, à Brighton, c'est le jour du grand derby d'Epsom. Winston Led, à Monsieur le Maharaja de Raspepka, est favorite. Une foule hérissée de chapeaux plus excentriques les uns que les autres suit passionnément la course et la ville entière discute. Un homme, un des rares que le derby n'intéresse pas, marche sous le soleil. Il fait chaud. C'est un été exceptionnel et précoce. L'homme transpire, car il pousse devant lui une brouette sur laquelle est chargée une énorme malle neuve, entourée de cordes. L'homme et la brouette ne sont pas du tout insolites dans le paysage, car ils se dirigent vers la gare. Un peu essoufflé, l'homme arrive jusqu'au guichet de la consigne, remet la malle, prend son reçu et s'en va. William Widdicombe, receveur à la consigne, ne l'a même pas dévisagé. En pleine saison à Brighton, les voyageurs défilent sans arrêt, anonymes, et l'homme n'avait rien de remarquable. Le lendemain, à Londres, où un soleil inhabituel s'est installé, un homme, le même peut-être, arrive à la gare de King's Cross. Il porte une valise assez lourde, qu'il remet à l'employé de la consigne contre un reçu. Ce petit fait passe inaperçu, et là aussi, l'employé ne dévisage pas son client qui, décidément, n'a rien, mais vraiment rien, de remarquable. 11 jours passent. Une chaleur torride se maintient sur toute l'Angleterre. À Brighton, William Widdicombe, l'employé de la consigne, s'éponge le front. La température est à peine supportable dans son local et il y règne depuis la veille une odeur. Une odeur qui ce matin est insoutenable. Ça y est, se dit William Widdicombe, ça y est. Je parie qu'on m'a fait le coup du cadavre dans une malle. Soupçonneux, il se dirige vers le rayon des bagages en souffrance depuis plusieurs jours et détermine l'origine de l'odeur avec une quasi-certitude. C'est sûrement cette malle neuve entourée de ficelles. Résigné, William Widdicombe s'en va chercher le chef de gare et l'on se met en devoir d'ouvrir la malle. On fait la grimace et on appelle le capitaine Hutchinson, chef de la police de Brighton, en lui précisant le contenu du colis en termes mesurés mais précis. L'employé de la consigne ne s'était pas trompé. Je n'ose pas dire, chers amis, qu'il avait du flair. N'importe qui aurait deviné, et le médecin légiste, le docteur Pulling,
remit bientôt ses constatations. Un tronc humain, décapité, appartenant sans doute possible au sexe féminin, dont les membres et la tête ont été découpés à l'aide d'un couteau de boucher ou d'une scie chirurgicale. L'opération a été remarquablement exécutée, la mort doit remonter à 3 semaines au moins. Le papier d'emballage qui enveloppait le corps ne porte qu'un seul indice repérable, un mot, griffonné au crayon bleu et en partie illisible, dont on ne peut déchiffrer que les 4 dernières lettres, Ford. Ford, c'est une terminaison courante dans la langue anglaise, et l'indice est léger. Et le docteur Pulling ajoutait, le tronc ne porte aucune blessure, la femme était enceinte de 5 mois environ, certainement blonde, je ne peux rien dire de plus pour l'instant, amenez-moi le reste si vous voulez en savoir davantage. 24 heures après, même scénario, même odeur, même motif, cette fois dans la sinistre gare de King Cross. La valise, déposée 10 jours plus tôt, révèle un contenu tout aussi macabre, bien que succinct, 2 jambes. 2 jambes soigneusement coupées en 2 à la hauteur du genou, 2 jambes de femme apparemment. Selon toute probabilité, elles devraient appartenir au tronc découvert à Brighton, ce que confirme le médecin légiste. Il manquait toujours la tête et les bras, mais enfin, c'était un progrès, d'autant plus que le médecin légiste pouvait affirmer 2 ou 3 choses. La femme devait avoir environ 25 ans, elle semblait avant sa mort bien sûr en bonne santé, bien nourrie et très soignée, appartenant probablement à une classe sociale aisée. Le découpage était certainement l'œuvre d'un professionnel, chirurgien ou pharmacien, en tout cas d'un individu connaissant bien l'anatomie du corps humain, pas de sang du tout, à part quelques taches brunes. En somme, du travail bien fait. Même la malle neuve avait été achetée à la dimension de son contenu. Elle ne portait aucune empreinte repérable et son modèle, d'une telle banalité que n'importe lequel des magasins d'Angleterre avait pu la vendre à un nombre incalculable d'Anglais. Mais il y avait un départ, un embryon de piste. Les jambes avaient été soigneusement enveloppées, chacune, dans un numéro du Daily Mail. La gauche, dans le numéro du 31 mai, la droite, dans celui du 2 juin. Scotland Yard s'empare alors du dossier de la femme tronc et de son indice et commence l'enquête avec le soin et la patience que l'on connaît. On commença par les employés du Daily Mail qui apportèrent des indications précises et réconfortantes à la police. Les 2 numéros du journal provenaient d'une édition spéciale, réservée à Londres, et à un rayon de 70 km autour de la capitale. Et dans ce rayon de 70 km, Brighton. Donc, le crime avait été commis probablement dans un rayon de 70 km. Pour M. Smith, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour Scotland Yard, c'est déjà un très bon début. L'énorme machine à détecter le crime se met donc en route et l'on examine toutes les possibilités. Tout d'abord, la femme tronc pouvait être une certaine Agnès Tugferson, dont la disparition mystérieuse avait été signalée par les polices américaines et autrichiennes. Non, la disparue devait porter une cicatrice sur l'abdomen que la femme tronc ne portait pas. Ensuite, une autre découverte du chef de gare de Brighton, décidément gâté par les assassins, intéressa vivement Scotland Yard. Un enfant avait été trouvé, mort, dans une vieille valise, déposée elle aussi à la consigne, à peu près à la même époque. Un lien était possible entre les 2 macabres découvertes. Eh bien non, l'enfant fut identifié, rien à voir avec la femme tronc. C'est alors le défilé de toutes les disparitions signalées dans la région, et les malheureux policiers se perdent dans l'examen de chaque cas de disparition, aux seules et uniques conditions que la femme soit blonde et déclarée enceinte si possible, la deuxième condition n'étant pas toujours remplie, bien entendu. Un moment, on pense être sur la piste, dans la petite ville de Hoo, où une jeune fille avait disparu, enceinte et apeurée, au dire de sa logeuse. On perquisitionne dans toutes les maisons de la ville entre le 20 et le 21 juin. La presse haletante attendait la découverte de la tête de la femme tronc et son identification. Rien. Alors Scotland Yard, dépassé par les fausses pistes, les lettres anonymes, les dénonciations diverses, suscitées bien sûr par l'attrait d'une prime offerte par un grand journal de Londres, Scotland Yard, donc, demande de l'aide. C'est rare, mais ça arrive. Et le 21 juin 1934, la BBC lance un appel à toute l'Angleterre qui dit en substance ceci. Il est impossible qu'un pareil crime ait pu être commis sans laisser la moindre trace
et que le coupable ne soit pas châtié. Scotland Yard demande à chaque sujet de la couronne de communiquer toute information, les causes de la mort de la victime n'ayant pas pu être déterminées. Nous pouvons supposer que l'inconnu a poussé des cris au moment d'être assassiné, que ces cris ont pu être entendus. La tête et les bras n'ont pas été retrouvés. Ils ont pu être brûlés par l'assassin. Dans ce cas, une odeur suspecte a pu se répandre. Nous comptons sur le civisme de la population. Un tel appel ne pouvait qu'amener une multitude d'informations. Ce fut le cas, et Scotland Yard dut se battre à nouveau dans le tri, le classement et l'examen de plus de 7000 informations diverses. Sans résultat. Alors, crime parfait? Peut-être. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Avant tout, je vous rappelle, chers amis, la date de la découverte de la malle de Brighton contenant le tronc d'une inconnue, le 11 juin 1934. Cette date est importante également dans la vie d'un homme dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent. Faisons donc les présentations. Tony Mancini, 24 ans, maigre, la bouche amère, l'œil noir et méchant, barman de son état. Malgré son nom, à consonance italienne, Tony est anglais, cockney même, avec un fort accent plutôt vulgaire. Il vit de son métier de barman, assez irrégulièrement, et pour compléter ses sources de revenus, dispose d'une petite amie du nom de Violette. Le couple, venu de Londres, s'est installé à Brighton en septembre 1933 dans un appartement en sous-sol, suffisamment discret pour servir de rendez-vous à la clientèle épisodique de Violette. Je dis clientèle épisodique car Violette a largement dépassé la quarantaine. Elle est encore assez jolie, mais dans l'élégante ville balnéaire, la clientèle est assez difficile. Mais il y a quelques jours, une violente dispute s'est élevée entre les deux amants dans le bar où travaille Tony. Une histoire de jalousie, semble-t-il, car Tony est un peu coureur. D'ailleurs, Tony a déménagé et Violette semble l'avoir quitté. Les présentations étant faites, revenons à nos moutons. Ce matin-là, 12 juin 1934, le lendemain de la découverte de la malle de Brighton, Tony Mancini prend son petit déjeuner. Il est seul, morose, dans son nouvel appartement. D'un geste machinal, il déplie son journal et le parcourt en avalant une tasse de thé. Si l'anglais est flegmatique de nature, Tony Mancini, lui, doit faillir à la règle, car tout d'un coup, il s'étrangle, bondi de sa chaise, les yeux hors de la tête en s'écriant « Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Je rêve ou quoi ?» Étalé sous ses yeux, sur 2 colonnes, dans le Daily Express, un gros titre est à l'origine de sa stupéfaction. Le corps d'une femme trouvé dans une malle à Brighton. D'un bond, Tony Mancini gagne la porte et dégringole l'escalier du sous-sol comme un fou. Il ouvre la porte de la cave, se précipite vers une malle rangée dans le fond, défait les ficelles qui l'entourent, soulève le couvercle. Ouf! Tout est là. Effectivement, tout est là. La tête, les bras, les jambes, le corps de Violette sont bien sagement repliés au fond de la malle, au complet. Ah, bien entendu, Violette est morte. Tony le sait, puisque c'est lui qui l'a tuée, la veille. Enfin, en principe, c'est lui. Mais vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas si simple. Ce qui est certain, c'est que Tony sait qu'elle est morte. Ça, au moins, on en est sûr. C'est lui qui l'a mise dans cette malle, au fond de cette cave. Mais tout à l'heure, en lisant l'article du journal, il a bien cru avoir perdu complètement la tête, car, la veille au soir, il a mis Violette dans la malle, l'a chargée sur une brouette, et après avoir payé son terme à la logeuse, a déménagé pour venir s'installer dans cette maison un peu isolée où personne ne le connaît. Il a fait tout le chemin en poussant la brouette devant lui, il a croisé au moins 50 personnes. Ah, c'est malin. Que va-t-il faire maintenant? Pour tout vous dire, Tony avait décidé de transporter la malle aujourd'hui jusqu'à la gare de Brighton et de la laisser à la consigne. Et voilà qu'un autre l'a devancé. Ah, c'est vraiment pas de veine. Entre nous, chers amis, il semble bien que les assassins anglais, s'ils sont méticuleux dans l'exécution de leur forfait, manquent de la plus totale imagination lorsqu'il s'agit de se débarrasser du cadavre. Apparemment, les consignes de gare les attirent irrésistiblement. Il faut avouer d'ailleurs que c'est tentant se débarrasser dans l'anonymat assuré d'un colis encombrant, parmi d'autres colis et contre un reçu, c'est presque l'idéal pour quelques jours de sécurité, juste le temps de disparaître. Seulement voilà notre Tony bien embarrassé.
Quoi faire maintenant? Impossible de se présenter à la consigne de Brighton avec sa malle et son cadavre, alors qu'on vient d'en découvrir une. La garde doit fourmiller de Bobby soupçonneux, et on ne doit pas pouvoir passer le moindre bagage sans qu'ils y mettent leur nez. Coincé! Il est coincé ici dans cette maison lugubre, avec cette malle dans la cave. Il restera coincé 2 mois exactement. Lui en haut, elle à la cave, dans sa malle. 2 mois. Car plus les jours passaient, plus Mancini n'osait pas bouger, et pour cause. Nul besoin de vous expliquer plus avant, vous imaginez son problème. Cependant, toujours préoccupé de sa malle numéro 1, Scotland Yard continue d'éplucher une à une les disparitions de femmes qui lui sont signalées, et un beau matin, le 15 juillet, l'un des inspecteurs, opiniâtre, tombe sur une fiche. Violette Kay. Dernier domicile connu, Brighton. Fréquente le bar de l'Alouette. Déclaré disparu par le propriétaire du bar fin mai 1934. L'inspecteur part en chasse, et le tuyau en tuyau arrive au petit cottage où demeure Mancini. Lorsque Tony ouvre la porte et découvre l'imperméable de l'inspecteur et la carte tendue au creux de sa main, il manque de s'évanouir. Pourvu que les précautions qu'il a prises suffisent à écarter ce fouineur. Peu à peu, il se rassure. Le policier ne semble pas le soupçonner en particulier. « Enquête de routine, monsieur. Dites simplement depuis quand Violette Kay a disparu à votre connaissance. » Tony a repris son calme. Il répond le plus succinctement possible, en ayant l'air de ne pas se préoccuper outre mesure du sort de cette Violette Kay dont on lui parle. « Oh, elle est peu connue, vous savez. Elle fréquentait le bar où elle venait chercher ses clients. Elle a habité quelque temps chez moi, mais un beau jour, elle est partie. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un travail à Paris, je crois. D'ailleurs, vous pouvez demander à sa sœur. » Alors là, Tony est tranquille. Il a pris la précaution d'envoyer un télégramme à la sœur de Violette, signé d'elle, et qui disait exactement la même chose. L'inspecteur prend des notes, remercie, et sur le pas de la porte, en s'en allant, renseigne Tony. « Vous savez, c'est à propos de la fameuse malle de Brighton. On vérifie toutes les disparitions. Si vous vous souveniez d'un détail quelconque, présentez-vous à Scotland Yard. De toute façon, vous serez convoqué pour l'enregistrement de votre déposition. Au revoir, monsieur Mancini. À bientôt. » Tony a juste le temps de refermer la porte. Il est blanc de peur. Ah, cette fois-ci, ils ne vont pas me lâcher. Ils vont perquisitionner, je suis foutu. Encore heureux, s'ils ne me mettent pas l'autre crime sur le dos. Allez, je file. En toute hâte, Tony fait ses paquets et abandonne la maison, la malle et le reste, prend le large, en se faisant le plus petit possible. Excellent raisonnement de sa part, car, je vous le disais au début de cette histoire, un grand quotidien avait offert une prime de 500 livres sterling à quiconque donnerait une information intéressante. Et les candidats informateurs ne manquaient pas. Une bonne partie des habitants de Brighton passaient leur temps à soupçonner leurs voisins des pires forfaits, la plupart du temps sans raison valable. C'est ainsi que, sans raison valable, le jour même, Mrs. Howes avait décidé d'y aller, elle aussi, de sa petite information. Pourquoi pas? Mrs. Howes habite Kemp Street, non loin de la maison de Tony Mancini. Elle ne le connaît pas, elle ne lui a jamais parlé. Elle ne sait pas qui c'est, mais sa tête ne lui revient pas. De plus, chaque fois qu'elle passe devant le numéro 52, il lui semble bien qu'une odeur bizarre s'y développe. Alors, elle décroche le téléphone, appelle le journal et tente sa chance. Le journal prévient Scotland Yard ne perd pas de temps, et le lendemain de la visite de l'inspecteur au domicile de Mancini, une nuée de policiers fouille la maison de fond en comble. Son locataire n'y est plus, mais l'odeur, elle est bien là. Elle mène à la cave, à la malle, qu'un jeune policier tremblant d'excitation ouvre. Une tête apparaît, seule, d'un amas de chiffons répugnant. Le jeune policier ne voit que cette tête, blonde, et il s'écrie très fort en reculant aussi vite qu'il peut car le spectacle n'est pas réjouissant. « La voilà! Je l'ai trouvée! La tête de la femme tronc, elle est là! » Il faudra plusieurs heures de quiproquos, de renseignements contradictoires, de fausses nouvelles, et l'arrivée du médecin légiste pour mettre les choses en place, si j'ose m'exprimer ainsi. La malle numéro 2 n'a rien à voir avec la malle numéro 1. Le contenu de la numéro 2 est entier et appartient en propre à une seule femme. Et ce n'est pas encore cette fois-ci que la femme tronc de la numéro 1 trouvera un visage. Et voilà Scotland Yard avec 2 cadavres, 2 malles et toujours pas d'assassin, car Tony Mancini a disparu.
Mais au moins cette fois, on peut rechercher quelqu'un, et 24 heures après, l'Angleterre tout entière traque Tony Mancini en fuite, et ce ne fut pas très long. À quelques kilomètres de Londres, sur une route de campagne, une voiture de police croise un vagabond sale, hirsute, maigre et complètement affolé. C'est presque avec soulagement que le vagabond tend ses papiers, et avant même que les policiers lui adressent la parole, il déclare « Allez-y, je suis le gars que vous recherchez. » Vous pensez, chers amis, que nous voici arrivés à l'épilogue de cette histoire, que Tony Mancini est coupable, sinon des deux, du moins d'un meurtre, et que décidément, le crime parfait n'existe pas. Mais voilà qu'entre en scène l'un des plus brillants avocats que la Grande-Bretagne ait connu, Norman Brickett. Norman Brickett, intelligent, célèbre, anglais jusqu'au bout de sa canne de golf, décide de s'occuper du minable Tony Mancini. Il abandonne momentanément sa clientèle huppée pour prendre en main la défense d'un homme pauvre et que toute l'Angleterre considère comme pendu d'avance, plus coupable que l'enfer, disent les Britanniques. Les causes perdues font souvent la célébrité des grands avocats, en tout cas, elles l'entretiennent. Les présomptions sont si fortes que la conviction est générale. On a trouvé dans la maison de Mancini un marteau. Violette Kay est morte, le crâne fracturé, avec ce qui ressemble à un marteau selon les blessures. Tony Mancini est un petit souteneur qui appartient au milieu à fréquenter le monde de la drogue, des prostituées. Sans nul doute, Violette travaillait pour lui. Sans nul doute, ils se sont bagarrés violemment la veille de sa disparition dans le bar de l'Alouette. Mais en Angleterre, il faut que l'accusation fasse la preuve de la culpabilité d'un accusé au-delà de l'ombre d'un doute. Au premier jour de l'audience, le 10 décembre 1934, devant les jurés de la cour d'assises du comté du Sussex, l'honorable juge Branson pose la question rituelle. Vous êtes accusé du meurtre de Violette Saunders, dite Violette Kay. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Tony Mancini, pâle et complètement terrorisé, secoue la tête et murmure. Non. Non. Parlez plus fort. Coupable ou non coupable? La gorge serrée, à la limite de l'évanouissement, dirait-on, Tony répète d'une voix étranglée mais audible. Non coupable. Ce qui fait que tout le travail revient à l'accusation qui va se battre pendant 5 jours pleins avec l'extraordinaire Norman Brickett. Le premier travail de l'avocat sera d'éliminer des débats toute référence à l'énigme de la malle numéro 1, annulant d'un seul coup une bonne partie de l'enquête que Scotland Yard avait menée dans ce sens. Ensuite, il expose, avec un brio remarquable, la théorie de son client, en lui faisant raconter lui-même devant le jury médusé les 2 mois horribles qu'il a passés en compagnie de cette malle. Et cette théorie est la suivante, résumée en quelques mots. Tony, en rentrant chez lui, après la dispute au bar et la fuite de sa compagne, l'a trouvée par terre, morte. Tony a pris peur. Titulaire d'un casier judiciaire chargé, il a préféré cacher le corps, de peur qu'on l'accuse. Quant au télégramme, il était tout prêt, dans le sac de Violette. Tony n'a eu qu'à le recopier et à l'expédier. Voilà. Toute l'Angleterre attend le verdict. Dernier jour des assises, les bookmakers de Brighton prenaient des paris, offrant l'acquittement de Tony à 5 contre 1. Sans l'ombre d'un doute, précise la loi anglaise. Il y eut l'ombre d'un doute. À propos des rapports qu'aurait entretenu la victime de la malle numéro 2 avec des trafiquants de drogue. Et au bout de 2 heures de délibération, les 12 membres du jury conservèrent unanimement ce doute en déclarant Tony Mancini non coupable. Ainsi s'achève l'extravagante histoire des 2 malles de Brighton. On ne retrouva jamais l'assassin de la malle numéro 1, non plus que celui de la malle numéro 2. Je vous le disais, le crime parfait, en double exemplaire, en un seul été. Il faut vraiment être anglais pour voir ça. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.